Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez l'émission parfaite pour fermer les yeux et se laisser guider dans des mondes nouveaux. Au micro aujourd'hui, la célèbre Manique, bonjour. Bonjour. C'est une bonne présentation. Tu es accompagnée de Stéphanie, bonjour. Bonjour. C'est ta première radio ? Tout à fait. On est ravis de te recevoir ici à Quartier des Ondes. Merci. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vous lécher les babines, place à la gourmandise. Toi, Manique, on est dans du bouillon de poule et de la bouillie. Bon, ça fait un peu moins rêver là tout de suite. Stéphanie, toi, c'est l'histoire d'un ogre qui préfère les raviolis aux enfants. Voilà, le premier végétarien de sa communauté. On commence avec qui ? On commence avec toi, Manique. Oui. On t'écoute. Alors, une histoire qui vient de la limite entre la Normandie et la Bretagne, quelque part dans la baie du Mont-Saint-Michel. Là. Il y aura du beurre salé, en tout cas. Voilà, du pré-salé peut-être. Donc, entre un tout petit hameau au bord de la mer qui fait un peu port et la ville, il y a une route qui traverse les prés-salés. Et au milieu, il y a un prieuré. Alors, le prieur de ce prieuré est un homme bon. Oh, il n'est pas riche. Il n'est pas riche du tout. Il n'est pas riche du tout, d'autant qu'il donne de la main droite ce qu'il reçoit dans la main gauche. Donc, il n'a jamais grand-chose. Mais les propriétaires terriens du coin le savent bien. Et comme c'est un homme très bon, de temps en temps, il passe chez lui et lui offre qui une belle poularde, qui un jambon, qui un collier de saucisson. Bon, comme ça, le prieur peut manger à sa faim et puis donner, puisque c'est c'est ce qu'il aime. Un jour, un des hommes du petit port est passé chez lui pour le remercier de lui avoir rendu un service. Et il lui a offert une poularde magnifique, bien en chair. Alors le prieur le fait entrer, le fait asseoir, et avec sa gouvernante, il lui offre une bonne soupe, parfumée, avec tous les légumes du jardin, quelques dés de lard, un verre de cidre goûteux et un petit fromage. Un vrai rêve. Alors, le brave pêcheur a bien mangé, il est reparti. Et quand il est rentré chez lui, il a dit à toute sa famille, à ses amis, ce prieur, quel homme! Il a le cœur sur la main et il vous accueille avec une soupe, un cidre, du fromage, mais c'est le paradis. Et puis, ça se sait un peu dans le village. La semaine d'après, un homme arrive devant le prieuré, il frappe. Le prieur lui ouvre. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur le prieur. J'ai tellement entendu parler de vous, je voulais vous rencontrer. Je suis le beau-frère de l'homme qui vous a amené une poularde la semaine dernière. Ah, enchanté, entrez, entrez. Il fait asseoir, la gouvernante apporte la soupe, le verre de cidre. Bon, cette fois, il n'y a pas de fromage. Mais bon, la soupe est tellement bonne. Et le verre de cidre tellement goûteux que le brave homme repart l'estomac plein et il s'en va sur la route vers la ville où il doit faire affaire. Et là, arrivé dans la ville, il ne peut pas s'empêcher de raconter à tout le monde que, ce prieur, vraiment, c'est quelqu'un d'accueillant. Et puis, sa soupe est bonne et son cidre, oh là 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 là. Et la nouvelle se répand. La semaine d'après, un autre homme frappe. Le prieur ouvre. Bonjour, bonjour. Je voulais faire votre connaissance. On parle tellement de vous en ville que
je crois que je ne peux pas m'empêcher. » Là, le prieur le regarde. Le brave homme est un peu dépenaillé, il n'a pas l'air d'un commerçant. Alors il fait entrer. Je suis et vous êtes qui alors? Eh bien, je suis le cousin par alliance du beau-frère de celui qui vous a apporté une poularde il y a 3 semaines. Ah, bon, d'accord. Entrez, asseyez-vous. La gouvernante lui apporte une assiette de soupe, toujours aussi bonne. Un verre de jus de pomme cette fois. Mais l'homme, qui avait faim, est rassasié. Alors il repart, il remercie et il s'en va sur le chemin et à toute personne qu'il rencontre, il parle du prieur si agréable, si accueillant et sa soupe. Et la semaine d'après, encore une personne. Et puis comme ça, pendant des semaines. Au bout d'un moment, le prieur fait le calcul. Au bas mot, il y a au moins 30 personnes qui sont passées. Et le village compte au moins 80 personnes. Alors, ah ben non, ça ne va jamais cesser. Il y en a pour un moment quand même. Effectivement, la semaine d'après, un pauvre bougre arrive tout dépenaillé. Je suis le frère du cousin, du beau-frère par alliance de celui qui vous a apporté la poularde. Oui, je sais. Vous venez de la ville, là? Vous allez au port? Oui. Entrez. On le fait asseoir. Alors le gars, il sort sa cuillère, et il salive déjà. À l'idée de cette bonne soupe. Et la gouvernante arrive avec une assiette bien creuse, couverte d'une autre assiette. Elle pose l'assiette fumante devant lui. Il enlève l'assiette qui fait couvercle. Il prend sa cuillère, il plonge sa cuillère dans la soupe et... Il fait une grimace. Ben oui, de l'eau chaude. Alors le prieur le raccompagne à la porte en lui disant « Ah, mon brave homme, je suis désolé, mais cette soupe est la cousine par alliance du beau-frère de celui qui a apporté une poularde. » Oh. Le brave homme est reparti sans demander son reste. Et à partir de ce jour-là, tous les gens qui allaient du port à la ville ou de la ville au port, en passant devant le prieuré, ne s'arrêtaient plus parce que le prieur avait dit « Si vous voulez que la soupe ait plus de goût, il faut apporter ce qu'il faut pour l'enrichir. » Une belle leçon de partage. Je n'aurais jamais entendu autant parler d'une soupe de ma vie. Ça m'a donné envie de manger une soupe, malgré tout. Ah, il y a des soupes qui sont très bonnes. Tout à fait. Un prieur à la générosité mesurée. Ouais, il n'avait pas grand-chose, le brave homme. Donc, Et ensuite, on a inventé la soupe aux pâtes. Oui. On continue avec toi, Stéphanie. Alors toi, est-ce que tu vas tout de suite nous parler de ton ogre ou de quelqu'un d'autre avant? On peut... Oui, commençons par l'ogre. Et du coup, je vais vous amener dans un pays bien ensoleillé. Parce qu'il était une fois dans un lieu bien ensoleillé, dans la belle île de Sardaigne, un village pauvre, mais riche en soleil. Mais un jour, non loin de ce petit village, dans une grotte, s'installe le terrible, le vorace ogre Barborocco. Barborocco, il vous attrape vos gamins sur le chemin. Il vous mange vos bébés pour son goûter. Il va même jusqu'à aller chercher vos bambins directement dans votre jardin. Les habitants du village sont terrifiés. Mais plus le temps passe, et plus Barborocco se dit qu'on a beau être un ogre. Oh, les petits enfants,
c'est pas bien tentant. C'est tout maigre, pas bien gras, mais alors, ça vous reste sur l'estomac. Ça porte des habits rêches qui vous laissent la gorge sèche. Burk. Alors un jour, Barborocco met sa fierté d'ogre dans sa poche et il propose un marché aux habitants du village. Promis, il ne touchera plus à leur marmot si chaque jour les habitants du village lui ramènent un plat suffisant pour remplir son estomac. Affaire conclue. Et depuis ce temps-là, tous les jours, une famille du village est chargée de cuisiner un plat suffisamment copieux, suffisamment savoureux, pour que Barborocco en oublie même le goût des marmots. Pépinito, il habite là-haut, tout là-haut, dans la plus petite et la plus pauvre des maisons du village. Il y vit tout seul, avec sa mère, qui est couturière. Mais ce jour-là, Pépinito voit sa maman revenir des courses avec des quantités énormes de farine, de pommes de terre, de tomates. « Pépinito, aujourd'hui c'est à nous de cuisiner pour l'ogre. Il faut que tu m'aides, mon garçon. » Et tous les deux, ils se mettent à peler les pommes de terre, à les presser en purée, à la malaxer avec la farine en une pâte épaisse que Pépinito roule en petits boudins et découpe. Doum, 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 doum. Sa maman met juste quelques secondes les gnocchis dans de l'eau bouillante salée et puis les badigeonne de sa délicieuse sauce tomate maison avant de le verser dans le plus grand de ses plats. Quel temps à Pépinito! Oh, Pépinito, il se sent venir un appétit d'ogre. Tiens, mon garçon, c'est toi qui dois amener le plat à l'ogre. Moi, cet après-midi, il faut vraiment que je travaille. Mais attention, Pépinito, ce plat, il a peut-être l'air grand comme ça. Mais pour l'ogre, c'est à peine une petite assiette, tout juste suffisante pour remplir son estomac. Si tu commences à manger et qu'après Barborocco vient à manquer, c'est ton derrière qu'il va avaler en dessert. Tu m'as bien comprise, mon fils. Oh oui, maman. Et marche que je marche, Pépinito prend le chemin de la grotte de Barborocco. Et marche que je marche, mais elle est loin, loin, la grotte de Barborocco. Là-haut, tout là-haut, sur la montagne. Et marche que je marche, il est dur, dur le chemin, avec des pierres qui roulent sous vos pas, et ce soleil de plomb. Et marche que je marche, il est lourd, lourd le plat, avec les gnocchis qui n'arrêtent pas de tressauter dedans, à croire qu'ils n'ont qu'une envie, c'est s'en aller. Hop, hop, ah bah, celui-ci a failli tomber. Pépinito regarde le gnocchi à moitié écrasé entre ses doigts, sûr que Barborocco n'en voudrait pas. Et hop, dans sa bouche. Oh, quel délice! Et marche que je marche, oh, bah, celui-ci aussi a failli tomber. Miam. Et marche que je marche, à chaque fois qu'un gnocchi fait mine de tomber du plat, Pépinito l'avale aussitôt. Et marche que je marche, c'est fou comme l'estomac bien rempli de gnocchis. La grotte semble beaucoup moins loin, le chemin beaucoup moins dur, et le plat beaucoup moins lourd. Tellement moins lourd qu'à un moment donné, Pépinito regarde l'intérieur du plat. Oh, vide. Pépinito a tout mangé. Il est désespéré. Sûr que s'il va voir Barborocco avec un plat vide, c'est lui que l'ogre va manger. Mais s'il n'y va pas, l'ogre va débarquer au village et aller savoir ce qui va se passer. Dans le champ, juste à côté, un troupeau de chèvres. Et partout sous les chèvres, comme des petits boudins noirs, tout tièdres, tout tendres.
tout chaud. On dirait des gnocchis de chèvre. Alors Pépinito commence à ramasser le crottin et à en remplir son plat. Et marche que je marche, il finit par arriver à la grotte de Barborocco. Oh, Pépinito, ça tombe bien. J'avais faim. Qu'est-ce que tu m'amènes là? Ce sont des gnocchis noirs, une spécialité de ma maman. Oh, les gnocchis! Oh, j'adore ça! Et Barborocco attrape une grosse poignée de gnocchis. Bizarre, bizarre. Il attrape délicatement un petit morceau de crottin noir. Oh! Mais, Pépinito, qu'est-ce que tu m'amènes là? C'est du caca? Du caca, Pépinito! Et Pépinito lâche le plat et prend ses jambes à son cou et se met à courir en direction du village, poursuivi par les hurlements de l'ogre. Tu ne peux rien pour attendre, Pépinito! Je te mangerai, Pépinito! Pépinito arrive au village, tout rouge et essoufflé. « Ça va, Pépinito, mon amour? Tout s'est bien passé avec l'ogre ?»« Ah oui, maman! » Mais ce jour-là, lui qui d'habitude dévore son dîner, ne desserre pas les dents. « Ça va, Pépinito? Tout s'est bien passé avec l'ogre ?»« Oh oui, maman! » Et aussitôt après le dîner, il part dans sa chambre, bien décidé à surtout ne pas s'endormir. Ne pas s'endormir, ne pas s'endormir, ne pas s'endormir. Pépinito, je suis là, et bientôt tu seras dans mon estomac. Pépinito se cache la tête sous le drap. Peut-être qu'il a mal entendu. Pépinito, je monte l'escalier, et bientôt je vais te manger. Pépinito se lève d'un bond, à la recherche d'un endroit où se cacher. Pépinito, je suis derrière la porte, et dans un instant, je t'emporte. Pépinito s'enlève de derrière la porte. Mais c'est déjà trop tard. La porte s'ouvre, Barborocco entre et avale Pépinito en un seul morceau. Et là, l'ogre se souvient à quel point Oh, les petits garçons, c'est vraiment pas bon. c'est tout maigre, pas bien gras et ça vous reste sur l'estomac. Et c'est lourd à en vomir. Et après, vous n'avez plus qu'une envie, c'est dormir. Et là, l'ogre s'affale. Il se met à ronfler, à ronfler, à ronfler. À tel point que toute la maison se met à basculer, à vaciller, à osciller. À tel point que ça finit par réveiller la maman de Pépinito. Quand elle entend ce drôle de bruit dans la chambre de son fils, elle prend son grand ciseau de couturière et elle monte doucement l'escalier. Lorsqu'elle voit Barborocco affalé dans la chambre de son fils avec son ventre énorme, elle comprend aussitôt ce qui s'est passé. Alors, avec tout son doigté de couturière professionnelle, elle commence à doucement découper le ventre de l'ogre. L'ogre continue de ronfler. Et elle finit par retrouver son fils, tout penaud, mais en un seul morceau. « Je suis désolée, maman. Plus jamais je te mentirai. Et plus jamais je donnerai du caca à manger à l'ogre. » Ah ça,
pour cette chose-là, si. Et tout de suite d'ailleurs. Prends un grand panier en bas et va le remplir de crottins de chèvres du champ des voisins. Et reviens ici. Quand quelques minutes plus tard, Pépinito revient avec son panier rempli de crottins, sa maman en remplit doucement le ventre de Barborocco. Chut. Et puis avec la plus fine de ses aiguilles, elle commence à recoudre délicatement le ventre de l'ogre. Quand elle a fini, elle prend la main de son bambin et il court prévenir les voisins tous les deux. Quelques instants plus tard, Barborocco se réveille. Oh, il est pas bien du tout. Oh, il a mal au ventre, il a mal à la tête, il se sent vraiment, vraiment malade. Il se lève péniblement. Il commence à descendre lourdement l'escalier. Boum, 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 boum. Et il s'écroule jusqu'en bas. Quand un moment plus tard, la maman de Pépinito revient avec les voisins, il découvre Barborocco tombé au pied de l'escalier, mort. Le lendemain, ça a été une grande fête dans tout le village. Toutes les familles ont cuisiné leur plat préféré. Mais alors, en version d'ogre, pour fêter la mort de Barborocco. Et ce jour-là, on s'est gavé de raviolis, de farcis, de capelletti et bien sûr, de gnocchi. Vous avez le talent pour nous donner aussi faim que pas faim à la seconde d'après. Entre les raviolis et le caca. Voilà. Ça me fait penser au chaperon. C'est le chaperon rouge? Oui, coupe tout à le fait, ventre aussi. Et, Oui, une et qu'est-ce qui version. remplace à la fin? À la Et place une version des pierres. Ah, des pierres, voilà. Là, c'est du caca. Mm. En tout cas, ne mangez pas du caca de chèvre. C'est meilleur les Ça- raviolis. Voilà, ça donne mal au ventre. Alors, Alors, qu'est-ce que tu vas nous donner là, envie de manger ou maintenant, pas on va- Annie Allez. Je ne sais pas si ça va vous donner envie de manger, mais Allez, c'est la on bouillie. s'en va. Alors, j'ai situé cette histoire-là en Arménie. Lusniakishe polorovin kunchunem, Lusniakishe polorovin kunchunem, Is das noch gatsumete dunchunem vai, Is das noch gatsumete dunchunem. Ce chant, c'est le chant d'Aroussia. Aroussia, c'est la femme de Carpis. Carpis, le jardinier du palais. Ils habitent tous les deux dans une toute petite maison au bord du fleuve, tout au bout du potager du palais. Aroussia, elle aime chanter. Elle adore ça. Elle est toujours gaie. Elle est bien parmi les fleurs, les plantes. Et son chant monte jusqu'aux terrasses. Sur la terrasse, il y a Aram, le roi. Il est là, face au fleuve, au lever du soleil, les yeux dans le vague. Il ne voit rien. Il ne voit pas le soleil, le ciel qui flamboie. Il ne voit pas les voiles qui remontent le fleuve. Il n'entend même pas la chanson. Il a les larmes plein les yeux. C'est la chanson qui le fait pleurer peut-être? Non, non, non. Non, c'est Alvar, sa reine. Ah, sa petite rose rouge. Elle n'a plus le goût de rien. Ni de la nourriture, ni de la vie. Et lui, il ne sait plus quoi faire, il a tout essayé. Les plus beaux cadeaux, les plus belles robes, refaire la décoration du palais, faire venir les médecins, les sorciers, les rebouteux. Rien, rien, rien n'est fait.
qu'est-ce qu'il ne donnerait pas pour qu'elle retrouve la petite étincelle dans ses yeux, ce sourire qui l'avait fait fondre. Il ne sait plus. Mirar, mirar, mernem gamar kerit. Mirar, mirar, mernem gamar kerit. Ardas un revenas guda achkerit vai. Ardas un revenas guda achkerit. Et là, il entend le chant. Il baisse les yeux vers le bas du jardin et là, il voit Carpis, le jardinier, sa femme à ses côtés, en train de travailler. Mais sa femme, elle est belle. Elle a une chevelure flamboyante. Elle chante avec une joie. Mais comment cela est-il possible que cet homme qui n'a rien ait une femme aussi splendide, alors que sa femme à lui, qui a tout ce qu'une femme peut désirer, est sèche comme un clou rouillé. Alors il dévale les marches, arrive devant Carpis. Carpis, comment fais-tu? Ta femme est belle. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Carpis ne sait pas quoi répondre. Oh, il a bien entendu parler des difficultés de la reine. Et le roi, alors dis-moi, ma femme à moi se meurt. Oui, mais qu'est-ce qu'il y peut, lui? Bon, alors, Majesté, oui, chaque jour, je nourris ma femme de la chair de la langue. C'est tout? C'est tout, Majesté. Alors le roi fait demi-tour, remonte les escaliers, traverse le palais, descend à la cuisine. Et au cuisinier, il ordonne: tu vas me servir un banquet avec toutes les formes, toutes les langues possibles. Je veux toutes les saveurs, tout ce qu'un palais avisé peut exiger. Le lendemain, dans la salle à manger, on dresse le banquet. Le roi est content. Il y a là toutes sortes de langues. Des langues de bœuf, des langues de veau, de mouton, de chèvre, de lapin, d'aigrettes. Des langues grillées, bouillies, rôties, mijotées, farcies, braisées. Toutes sortes de sauces, piquantes, douces, aigres, sucrées, avec toutes les épices du monde. Ah, un enchantement. C'est impressionnant. Alors, tout content, le roi va chercher Alvar, sa reine. Il l'accompagne, fier de lui, et il lui dit: voilà, regarde ma reine, tout ça c'est pour toi. Vas-y, sers-toi. Prends ce qui te plaît. La reine parcourt du regard tout cet étalage de viande, de sauce, toutes ces odeurs. Elle haut le cœur et elle remonte dans sa chambre en courant. Le roi ne sait plus. Que faire? Il est désespéré. Toute la journée, il réfléchit, toute la nuit. Tout le jour du lendemain et... il n'y a plus qu'une seule solution. Il redescend voir Carpis, le jardinier. Carpis, tu vas prendre avec toi la reine pendant 6 mois. Et ta femme va venir au palais pendant ce temps-là. Les désirs des rois sont des ordres. Le lendemain matin, on procède à l'échange des 2 femmes. Si
6 mois dans la vie, c'est un peu long, hein. Mais dans une histoire, il suffit de 2 mots. Et les 6 mois ont passé. Les 2 femmes se présentent devant le roi. Il les voit entrer dans la salle du trône. Sa femme, Alvar, a retrouvé ses formes, sa chevelure brillante. Elle a retrouvé sa petite étincelle dans les yeux et ce sourire. Mais que s'est-il passé? Il regarde Arussia, la femme du jardinier. Elle est maigre, grise, plus de sourire sur son visage. Il les regarde tour à tour, mais, que s'est-il passé? Il n'y comprend rien. Alors Arussia prend la parole. Ah, Majesté, quand j'étais avec Carpis, chaque soir, quand il rentrait du travail, qu'il rapporte à manger ou non, il me racontait sa journée. Il me racontait les graines qui germent, les plantes qui poussent, les fleurs qui s'ouvrent, les arbres qui s'élancent vers le ciel. Il me racontait la lune, la nuit. Et quand il avait raconté tout ça, il faisait de la musique, il chantait, il me disait des poèmes. Et on passait des nuits comme au paradis. Et là, Alvar dit « Oh, Majesté, oh, mon amour, si vous saviez cet homme, le jardinier, quel homme magnifique. Il a toujours la parole douce. Il a toujours un mot qui fait du bien. Il a toujours, pour vous, il vous le donne, la chair de la langue. Nul ne sait si le roi a compris. Mais les plus optimistes disent que, à partir de ce jour, chaque soir, il a pris le temps de raconter des histoires, de chanter, de dire des poèmes à sa reine, qui a fini sa vie dans le bonheur. Mais d'autres disent que ce jour-là, les 2 femmes ont décidé de rester vivre avec le jardinier. Merci Manique. Il est beau ce chant, tu sais ce qu'il veut dire? Eh bien, c'est un chant. C'est « Ne pleure pas, tes beaux sourcils me font mourir, les larmes abîment tes yeux, ne pleure pas. » C'est beau. Il nous tarde à tous aussi à Rennes, je pense que les mimosas prennent Commence à fleurir. Ils commencent à fleurir, j'en ai vu quelques-uns. Déjà, ouais. Ça commence à sentir. Ouais. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec toi, Stéphanie? Alors, on s'en va à la ferme pour une histoire pour tout petit pouce. On s'en va plus précisément à la ferme du vieux Paul. Parce que dans la ferme du vieux Paul, il y a Picotti. Alors que toutes les autres poules aiment bien se balader, aller dire bonjour aux vaches, aux cochons. Picotti, elle n'aime qu'une chose, picorer. Des grains, des brins. Picorri, picora, brin par-ci, grain par-là. Un jour où elle s'est un peu éloignée vers la forêt, à la recherche de graines encore plus grosses et encore meilleures, elle tombe nez à nez avec un œuf, mais alors un œuf énorme. Et là, pour la première fois de sa vie, son petit cœur de poule se met à faire boum boum, boum boum, boum boum. Alors elle grimpe sur l'œuf et elle se met à couver. Et couver cet œuf, cela dure longtemps, plusieurs jours. Et pendant ce temps, plus le moindre petit picori picora possible. Enfin, un matin, elle entend... Elle descend de l'œuf
Et de l'œuf sort un petit. Mais alors un petit. Mais un petit quoi? Ah ça, l'histoire ne le dit pas. Toujours est-il que, à peine sorti de l'œuf, le petit regarde Picotti. J'ai faim! Alors Picotti, tout fier de son bébé, l'amène jusqu'au poulailler. Elle le présente à ses amis les poules et aussitôt, le petit se met à manger. Des grains, des brins. Picori, picora, grain par-ci, brin par-là. Picori, picora, grain par-ci, brin par-là. Mais quelques instants après, il ne reste plus le moindre brin. Plus le moindre grain dans tout le poulailler. Le petit a tout mangé. Mais quel goinfre ce petit, Picotti! Se plaignent les autres poules. Et Picotti et le petit sont obligés de s'en aller. C'était bon, j'ai faim! Alors Picotti amène le petit jusqu'à l'étable, là où vivent les vaches. Mouh. Et à l'étable, il y a aussi de l'herbe, du foin. De l'herbe, du foin. Aussitôt, le petit se met à manger. Picori, picora, herbe par-ci, foin par-là. Picori, picora, herbe par-ci, foin par-là. Mais quelques instants après, il ne reste plus le moindre brin d'herbe, plus la moindre brindille de foin dans toutes les tables. Le petit a tout dévoré. Mouh, mouh, font les vaches en colère. Et Picotti et le petit sont obligés de s'enfuir. C'était bon, j'ai faim. En traversant le jardin, il passe sous les cordes à linge. Et accrochés aux cordes, les vestons, les pantalons, les blousons, les caleçons du vieux Paul. Des blousons, des pantalons. Aussitôt, le petit se met à manger. Picori, picora, blouson par-ci, pantalon par-là. Picori, picora, blouson par-ci, pantalon par-là. Mais quelques secondes après, il ne reste plus de blouson, plus de pantalon, et puis même pas un caleçon, même pas un bouton sur la corde à linge. Il a tout mangé. C'était bon, j'ai faim. Alors Picotti, un peu embêté, amène le petit jusqu'au garage, là où le vieux Paul gare ses voitures, ses tracteurs et tous les engins à moteur. Des voitures, des tracteurs. Aussitôt, Picori, picora, voiture par-ci, tracteur par-là. Picori, picora, voiture par-ci, tracteur par-là. Et un peu après, il ne reste plus la moindre voiture, plus le moindre tracteur. Et puis, même pas une roue, même pas un boulon dans le garage. Le petit a tout avalé. C'est à ce moment-là que le vieux Paul arrive. Quand il voit son garage, quand il voit le petit, il comprend tout de suite ce qui s'est passé. Et il rentre dans une colère terrible. Picotti, tu vas me ramener immédiatement ce petit là où tu l'as trouvé, dans la forêt. Alors Picotti ramène le petit jusqu'à la forêt. Quand elle revient à la ferme, toute seule, elle a le cœur lourd, tellement lourd qu'elle n'a plus goût à rien. Elle ne se promène plus, elle ne caquette plus, elle ne picore même plus. C'est à ce moment-là que la famille de renards, qui a trouvé domicile près de la ferme, décide de passer à l'attaque. Toutes les nuits, les renards parviennent à entrer dans la ferme
et ils s'en prennent aux animaux. Des poules, des canards disparaissent. Les vaches terrorisées ne donnent plus une goutte de lait. Le vieux Paul a beau essayer de renforcer les barrières autour de la ferme, de rester toute la nuit à garder avec son fusil de chasse. Rien n'y fait. Toutes les nuits, les renards parviennent à entrer et terrorisent les animaux. Jusqu'au jour où le vieux Paul vient voir Picotti. « Picotti, je pense que le petit pourrait nous aider avec les renards. Est-ce que tu pourrais aller le rechercher dans la forêt ?» Alors Picotti, toute heureuse, retourne dans la forêt. Et elle retrouve le petit presque à l'endroit où elle l'a laissé, en train de dévorer des feuilles d'arbre. Oh, il a un peu grandi et semble bien plus sage. Et quand elle lui explique, il accepte aussitôt de revenir à la ferme. Lorsque le petit arrive à la ferme, il se met à garder. On ne sait pas ce qui s'est passé cette nuit-là avec les renards. Mais toujours est-il que des renards à la ferme, on n'en a plus jamais entendu parler. Le vieux Paul est venu voir le petit. « Si tu veux, tu peux rester ici. On va te trouver un endroit où dormir et de quoi manger. Mais tu ne dois plus dévorer ce qui ne t'appartient pas. » Le petit a accepté. Et bientôt, il est devenu l'ami de tous les animaux de la ferme. Oh, bien sûr, il est toujours aussi gourmand, mais il ne mange plus ce qui appartient aux autres. Mais au fait, le petit quoi? Ah ça, c'est à vous de voir, parce que l'histoire, elle, ne le dit pas. Merci pour ce suspense insoutenable. C'est super cette histoire. Est-ce que vous êtes gourmande, vous? Oh oui, Oui, pour certaines choses, oui, oui. Qu'est-ce que vous picorez? Qu'est-ce qui vous rend... Chocolat, par exemple. Chocolat noir? Mm. Et toi? tout ce qui est sucré, les gâteaux. J'ai une grande addiction au sucre, en fait. Je suis team sucre aussi. On m'avait dit qu'avec l'âge, ça allait partir, mais moi, ça part pas. Hein. Non, moi, j'aime plus que le salé maintenant. Tout le monde dit ça autour de moi, mais non. C'est vrai que ça diminue un peu. L'envie du sucre, ça diminue en vieillissant quand même un peu. Ah, il y en a Je qui ne lèvent sais les pas. yeux au ciel. Il faut du temps, il faut Ouais, du temps. il va falloir un peu plus de temps. Est-ce que vous aimez le sucre, vous? Dites-nous sur Quartier des Ondes. Alors, où est-ce qu'on s'en Alors, va? eh bien, on s'en va quelque part Ah ben, entre, précis. entre champs et bois. Là, il y a une petite maison assez pauvre d'aspect, un peu à l'écart du village. Et dans cette petite maison, il y a Fanette qui habite avec sa vieille mère. Oh, elles n'ont pas grand-chose toutes les deux. Et pour manger, il y a des jours où le bol est vide. Alors, Fanette, elle sort et puis elle s'en va glaner quelques épis de blé dans les champs, ramasser quelques noisettes, quelques mûres, quelques érelles ou fraises des bois. Et puis ce jour-là, elle farfouille un peu dans les buissons. Elle ne trouve pas grand-chose parce que c'est l'automne et bon, quelques noisettes, mais il n'y a plus grand-chose. Et sur le chemin arrive la vieille Léonie. La vieille Léonie, c'est la rebouteuse du village. Elle voit Fanette, toute amaigrie, toute chiffonnée. Elle se dit, oh là, ça ne va pas fort. Elle s'approche et lui dit, mais alors Fanette, qu'est-ce que tu cherches comme ça? Avec fébrilité. Bah, je cherche quelques restes, il n'y a plus rien à manger. Et puis, ma mère, elle commence
a décliné. Ah. Alors Léonie, émue, se dit qu'elle va lui donner un coup de main. Elle sort de son sac un pot en grès. Vous savez, ces gros pots avec des couvercles dans lesquels on mettait le sel autrefois, ou le beurre. Et elle lui donne, elle lui dit, voilà, ce pot, si tu lui dis pot cuit, il va se remplir d'une bouillie d'avoine ou d'une bouillie de sarrasin parfumée. Et quand elle est bien cuite, tu dis pot cesse. Comme ça, vous allez pouvoir manger avec ta mère. Ah, Fanette, elle prend le pot, elle rentre à la maison en courant et elle pose le pot sur la table et elle explique à sa mère comment faire. Alors elles essayent toutes les deux, pot cuit. Et là, ça se remplit, ça bouillonne, ça sent bon. Alors elles mangent toutes les deux. Elles mangent et puis Fanette dit pot cesse. Ça s'arrête. Elles finissent ce qu'il y a dans le pot. Fanette met le pot sur une étagère. Et comme ça, tout l'hiver, elles ont pu manger matin, midi et soir. Ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas mangé comme ça. Elles n'ont plus eu faim du tout. Et elles mangeaient même parfois peut-être un peu plus qu'il n'aurait fallu. Mais bon, comme ça, c'était bien. Fanette a repris des formes, s'est remplumée un peu et elle a pu, comme ça, aller au village les jours de marché pour proposer ses services. Elle a pu donner des coups de main, gagner quelques sous. Et quand elle rentrait, sa mère avait mangé. Et puis un jour, elle part au marché. La mère, au bout d'un moment, se dit qu'elle a faim. Alors elle prend le pot cuit. Le pot se remplit, elle mange, peut-être un peu trop, mais elle mange, elle a tellement faim. Vous savez, quand on n'a pas mangé pendant des lustres, on avale. Et elle avale, et puis, bon, à un moment quand même, elle en a assez. Il faut que ça s'arrête. Elle regarde le pot. Le trou de mémoire. Elle ne sait plus comment on fait pour arrêter ce pot qui se remplit, qui cuit. Et puis, alors elle cherche, pot fini, pot arrête, pot... Elle ne trouve pas. Et le pot continue à se remplir, à bouillonner et à déborder sur la table, dans la cuisine. Ça envahit toute la maison. Alors, la mère, elle sort dans le jardin, ça envahit le jardin. Et puis, ça ne s'arrête pas, et ça continue sur le chemin vers le village. Au village, Fanette voit arriver... Aïe, elle comprend très vite la bouillie qui envahit les rues. Elle a compris. Alors, elle s'en va, elle court, elle patauge dans la bouillie. Elle arrive à la maison et là, elle rentre. Pot cesse! Et ça s'arrête. Oui, mais la bouillie qui avait débordé est toujours là. Et pendant des semaines et des mois, toutes les personnes qui arrivaient au village ont dû manger leur chemin. Voilà. Belle expression. Dans quel type de bouillie aimeriez-vous vous retrouver je sais pas. Bouillie de chocolat, on a compris. Oui, bouillie de chocolat, peut-être, pourquoi pas. Ou caramel au beurre salé, ça ira aussi. C'est pas mal aussi. Il nous reste 10 dernières minutes. C'est suffisant pour un dernier conte ? Oui. Stéphanie ? Chouette.
Alors, on vient de se gaver de galettes pendant tout le mois de janvier. Donc, c'est une histoire qui parle de galettes. Et de Pour fèves. avoir... Exactement. Aujourd'hui, c'est la fête des fous. La fête traditionnelle, la plus amusante, la plus hilarante du royaume. Rendez-vous compte. Aujourd'hui, on peut s'habiller en n'importe quoi. On peut même devenir roi. Et pour manger, il n'y aura que l'embarras du choix. Parce que, c'est bien connu, le jour de la fête des fous, on fait bombance. Enfin, en ces temps compliqués, le château, surtout, fait bombance. Enfin, le roi Albert, surtout, fait bombance. Le roi Albert, confortablement installé sur son trône, est en train de s'empiffrer. De bœuf rôti, de poisson frit, de caille farcie. Rien qu'avec les restes de son repas, on pourrait nourrir tous les pauvres du royaume si on voulait. On pourrait. Mais plus l'heure du dessert approche et plus Albert semble inquiet. C'est que le dessert traditionnel de la fête des fous, c'est la galette. Mais attention, pas n'importe quelle galette. Une galette immense, faite pour être partagée entre tous les habitants du royaume. Et ce qui est vraiment dingue à la fête des fous, c'est que celui qui a la fève devient roi. Mais alors, vraiment roi, jusqu'à la fin de la journée. Albert, il n'est pas partageur. Cette tradition-là, il ne l'aime pas. Alors, la galette, il la garde au château. Mais bien sûr, si mes chers sujets, tous ces manants, veulent venir chercher leur part, il n'y a pas de problème. Comment ça, les portes du château sont fermées? Encore heureux qu'elles sont fermées! Et pour découper la galette, Albert a sa technique bien rodée. Une immense part pour lui-même, une toute petite part pour chacun de ses conseillers, et pour le peuple, à peine une grosse miette, qu'il jette négligemment sous la table, avant de se jeter sur sa part. Dès la première part, « Oh, j'ai la fève! Apportez ma couronne !» Même le sort, qui sait qui est le roi légitime ici. Pendant que tous les courtisans mâchonnent tristement leur part, encore une fête des fous pas bien folichonne, le roi Albert, on entend un grand bruit sous la table. C'est Amstramgram, le chat, qui s'est étranglé en tentant de manger la part de galette du peuple. Il faut dire que Amstramgram, ce n'est pas un chat royal, ce n'est pas un chat de cour, c'est un chat de gouttière, un chat de misère qui survit comme il peut en mangeant les miettes qu'on veut bien lui laisser. Alors vous pensez, une part de la galette royale, une aubaine pour lui. Un courtisan attrape le chat, commence à le secouer sans ménagement, et de la gueule du chat tombe la fève. Le roi Albert, lui, au final, ce n'était qu'un bout de dent. Les courtisans sont dégoûtés. Un chat a eu la fève dont ils rêvaient tous. Ils commencent à houspiller le pauvre Amstramgram, mais ils sont arrêtés bien vite par Albert. Tout doux, mes amis, vous oubliez quelque chose. Jusqu'à ce soir, ce chat est notre roi, et vous lui devez tous les égards. Albert n'aurait partagé son pouvoir avec personne. Mais avec un chat, et en plus tout miteux comme Amstramgram, il n'y a aucun risque. Et puis, ça montrera qu'il respecte la tradition. Apportez une couronne et une cape pour notre nouveau roi. Les courtisans cherchent dans tout le château et ils finissent par amener une petite couronne à la taille d'une tête de prince et une petite cape qu'ils tentent de mettre à Amstramgram, qui n'y comprenant plus rien, feule et griffe à tout va. Albert, notre nouvelle majesté est bien sauvage. C'est qu'elle a du tempérament, c'est normal pour un roi.
Et puis, on lui amène des poulardes, sur lesquelles le pauvre chat se jette, des années de faim à rattraper. Et les courtisans défilent pour brosser Amstramgram dans le sens du poil, le couvrir de cadeaux, lui faire la révérence. Et finalement, Amstramgram aime beaucoup tous ces égards. Et quelques heures après, le chat est devenu nettement plus difficile. Pour son pelage galeux, le velours ne suffit plus. Il exige les soies les plus fines. Au dîner, il renvoie les poulardes en cuisine. Il ne veut que du caviar frais, du foie gras gelé. Mais notre chat Pacha a bien d'autres lubies. Il exige que le roi Albert en personne vienne lui câliner les coussinets, lui caresser le nez, caresse ses oreilles galeuses, manucure ses griffes teigneuses. Le roi Albert craque le premier. « Mais enfin, ce chat est insupportable. Franchement, il faut le découronner. » Cette idée choque complètement ses conseillers, qui, il faut dire, eux, sont bien habitués à subir les lubies de leur roi. « Mais enfin, Albert, qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Jusqu'à ce soir, ce chat est notre roi. Il a donc tous les droits. »« Tous les droits, on va voir ça. » Et il envoie 3 de ses plus rusés conseillers chercher dans tous les manuscrits anciens, dans tous les textes de loi, dans tous les livres de tradition. Et les conseillers finissent par trouver une loi bien ancienne, mais toujours en vigueur, qui dit que si un roi règne en toute injustice et n'est qu'un égoïste, s'il ne fait que se gaver et méprise ses sujets, ce n'est pas un roi, c'est un tyran que la haute cour de justice du royaume peut décider de découronner. Ouf, bingo! D'habitude, Albert, il n'aime pas vraiment les juges de la haute cour, tous ces empêcheurs de régner en paix, qui ont essayé, au début de son règne, d'annuler certaines de ses décisions, au motif qu'elles étaient mauvaises pour la population. Non mais franchement, est-ce qu'il leur avait demandé leur avis à ces vieux croutons? Il a fait couper 6 ou 7 têtes. Ça les a calmés aussi secs. Mais là, c'est tout mielleux qui va voir les juges de la haute cour pour leur demander de juger Amstramgram. Et ceux-ci acceptent de faire venir le chat. Il regarde Amstramgram sous tous les angles. Cette tête hargneuse, ces griffes exigeantes, ces oreilles teigneuses. Sûr, ce chat fait partie de la belle espèce de tyran. Et nous, juges de la haute cour, décidons de le découronner. Bingo! Albert est tout heureux. Bon, allez, retournons au château et préparez mon dîner et que ça saute! Mais autour de lui, personne ne bouge. Et tout à coup, un petit page, presque un enfant, sort de la foule et s'écrie « Mais lui aussi, c'est un tyran! Mais lui aussi, il faut le juger !» Et c'est ainsi que le roi Albert a été jugé par la haute cour qu'il a tant méprisé. Il y a perdu sa couronne et son royaume. Et cette histoire a servi de leçon à tous ses successeurs. À vouloir du pouvoir trop abusé, on finit par se faire découronner. C'est très contemporain comme conte. Oui. Je trouve. Ça fait... Est-ce que cette loi existe pour de vrai? Intemporel. Intemporel, tout à fait. Je trouve ça très d'actualité avec tout ce qui se passe en ce moment. On est déjà vraiment sur la fin de l'émission. On n'aura pas le temps de parler du stage, mais il y aura un stage donc le 1er et le 2e avril. On en reparlera dans l'émission prochaine avec peut-être toi, Stéphanie, si tu as le plaisir de revenir. Et on termine en rajoutant que vous avez des thés comptés tous les derniers samedis du mois, place du Souvenir, à Référence électrique. Ils sont super sympas en plus, Hakim et Muriel qui tiennent ce café. Il y a des cafés, il y a des pâtisseries orientales. C'est toujours une bonne ambiance, c'est gratuit, c'est accessible à tous et on peut donc écouter des personnes compter et même aussi chanter
de temps en temps. De temps en temps, oui. De temps en temps, voilà. Merci beaucoup à Manick et Stéphanie. Merci pour votre générosité et Merci, de nous Aurélia. avoir donné l'appétit. On se retrouve Merci. bientôt sur À bientôt. Conte à l'Ouest. Ah, merci. Conte à l'Ouest. Conte à l'Ouest. Conte à l'Ouest.